Stéphane Vaccaro, je suis ergonome à l'AIST 87, l'association interprofessionnelle de la santé au travail, plus communément appelée médecine du travail. Donc en préambule, je voudrais remercier Monsieur Redon Sarazi, Madame Brodelet de m'avoir convié à ce colloque sur la thématique du bien-être au travail. C'est toujours un plaisir pour nous de faire connaître nos métiers, d'autant plus à des étudiants, futurs professionnels, gestionnaires d'entreprises qui seront amenés à travailler sur ces questions de santé au travail et je l'espère en étroite collaboration avec les services de santé au travail. Alors, dans un premier temps, donc, je donnerai quelques précisions sur le contexte dans lequel nous menons nos actions de prévention. Je ferai un point sur l'évolution et les missions des services de santé au travail. Ensuite, nous discuterons de la prévention des risques professionnels, à quoi ça sert, quels sont ses enjeux, quelles sont les valeurs essentielles sur lesquelles doit reposer une démarche de prévention. Pour qu'elle rapporte à l'entreprise. Nous échangerons aussi sur les différentes approches, amélioration des conditions de travail, bien-être au travail, qualité de vie au travail, qui vont permettre aux salariés de préserver, de construire leur santé et aux employeurs de maintenir, voire de booster la performance de l'entreprise. Et enfin, en dernière partie, j'essaierai de vous prouver que d'investir dans la prévention, c'est rentable et surtout que cela est profitable à tous, salariés et employeurs. Alors, c'est bien la loi de 46 qui rend obligatoire le suivi des salariés des entreprises privées. Donc, à ce titre, tous les employeurs, dès lors qu'ils emploient un salarié, sont assujettis donc, à l'obligation relative à la santé au travail et à la prévention donc, des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est pour cela que les employeurs se rassemblent, s'organisent et créent des médecines du travail. Donc, médecine du travail, association, loi 1901 d'employeurs adhérents, placés sous la tutelle du ministère du Travail. La médecine du travail n'est pas une médecine de soins, c'est bien une médecine préventive. Et de façon générale, notre mission, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Alors, pour pallier à la pénurie des médecins du travail et pour faire face aux nouveaux risques émergents, vous avez déjà entendu parler des TMS, ou bien encore des RPS, ou bien encore aujourd'hui les nanoparticules, eh bien, la médecine du travail, depuis quelques années, fait l'objet de quelques réformes. La première réforme, elle date de 2002. Donc là, on assiste à une véritable transformation. On passe de la médecine du travail au service de santé au travail. Donc, on réduit la fréquence des visites médicales périodiques. On instaure une nouvelle catégorie d'acteurs, les intervenants en prévention des risques professionnels, qui sont des ergonomes, des psychologues du travail, des toxicologues, des métrologues, des techniciens en hygiène-sécurité. Et toutes ces compétences vont entourer le médecin du travail pour agir en milieu de travail au plus près des entreprises, donc pour conseiller les employeurs sur la prévention des risques professionnels. Ensuite, la deuxième loi, c'est celle de 2011. Donc cette loi, elle met l'accent sur la définition des missions des services de santé au travail et puis elle élargit aussi encore l'équipe pluridisciplinaire. Donc on va travailler aussi avec des infirmiers en santé-travail, des médecins collaborateurs ou bien encore des assistants sociaux. Et enfin, la troisième loi, elle date de 2016. Donc, c'est un vrai changement profond, une réelle réforme sur le système du fonctionnement des visites médicales des salariés. Alors, les missions, comme je vous disais, la loi de 2011, elle précise donc notre mission exclusive de prévention, à savoir conduire des actions de santé au travail, conseiller les employeurs, pour éviter, diminuer les risques professionnels, assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Donc je vous rassure, c'est ce que nous faisions déjà avant 2011. Alors, pour terminer, sur ces éléments de contexte, je souhaiterais préciser l'organisation de l'AIST 87 pour que vous ayez un aperçu de la taille et des compétences de notre service. Donc, ce sont 19 médecins du travail, 2 collaborateurs médecins, 3 infirmiers qui composent le pôle médical avec 20 secrétaires médicales. 9 IPRP sont affectés au service études et mesures. Et nous avons créé récemment un pôle social avec l'embauche d'une assistante sociale. Et nous avons 7 administratifs qui assurent les fonctions support. En décembre 2016, le service comptait un peu plus de 7000 adhérents, donc 7000 entreprises et suivait près de 65 000 salariés.
Voilà, à savoir également que plus de 85% de nos entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés, donc des TPE. Alors, au sujet de la prévention des risques, c'est la directive cadre de 89, directive cadre européenne, sur la santé et la sécurité au travail qui fixe les obligations employeurs. Donc l'employeur, il est tenu d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques professionnels au sein de son entreprise. Donc ces différentes étapes, finalement, peuvent constituer une démarche de prévention. Et ces différentes étapes, il doit les retranscrire dans un document unique d'évaluation des risques professionnels, obligatoire dans toutes les entreprises depuis 2001. Plus récemment, il doit également évaluer les facteurs de risque au titre du compte de pénibilité. Et puis, on a aussi l'obligation de sécurité de résultat. Dès lors que l'employeur identifie un risque, il doit mettre en place une mesure préventive. Si la mesure préventive n'est pas mise en place, eh bien, cela constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat et cause nécessairement un préjudice aux salariés. Alors, une fois que l'on a rappelé les obligations légales à l'employeur, je ne suis pas certain que cela suffise à le convaincre de s'inscrire dans une démarche de prévention. Qui dit obligation légale dit sanction si elles ne sont pas mises en place. On est bien d'accord. Donc l'employeur, il va mettre en place sa mesure préventive. Sauf qu'en tant que préventeur, je n'ai pas envie qu'il subisse cette obligation. J'ai absolument pas envie qu'ils subissent cette obligation. Si le seul argument, je dirais, du préventeur, c'est l'obligation légale, alors ce n'est pas un bon préventeur. Il va falloir que je montre à l'employeur que je lui parle de prévention rentable. Ça, c'est très important. Il va falloir que l'on parle le même langage. Le même langage parce que l'employeur, c'est un gestionnaire et que donc mon travail, ça va être de lui montrer en quoi s'occuper de la santé de ses salariés va être profitable à son entreprise. Donc pour cela, j'ai un modèle managérial de la santé au travail. J'aurais pu l'appeler modèle économique également de la santé au travail. Il permet de passer d'une obligation administrative à une approche profitable à tous. Dès lors que l'entreprise, elle identifie et elle maîtrise ses risques professionnels, eh bien, il va y avoir un impact positif sur sa productivité. Et lorsque l'entreprise va allier performance économique avec capital social humain, eh bien, j'en suis persuadé, elle trouvera des résultats favorables et durables. Alors, la prévention des risques, elle s'inscrit dans une logique de responsabilité sociale de l'entreprise. Elle nécessite un engagement, une volonté politique forte au sein même de l'entreprise. Les enjeux, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, des enjeux humains. S'inscrire dans une démarche de prévention permet de préserver le capital humain, de préserver les savoir-faire au sein de l'entreprise. Un enjeu également économique, puisque investir dans la prévention en amont, eh bien, cela permet des gains de productivité, une diminution des accidents du travail, des maladies professionnelles. On va limiter la casse, les inaptitudes au poste de travail. Et aussi un enjeu sociétal dès lors que l'entreprise répond aux attentes des salariés, de ses actionnaires, de ses investisseurs ou bien encore des politiques, eh bien, son climat social et son image s'en trouve améliorée. Alors certes, la prévention des risques, elle s'appuie sur un certain nombre de textes réglementaires, mais elle repose aussi sur 3 valeurs essentielles centrées sur l'humain, le respect du salarié. Tout d'abord, la première valeur, c'est la personne. On se doit d'impliquer dans une démarche de prévention tous les acteurs de l'entreprise, ça c'est très important. Ensuite, il y a la transparence. L'entreprise, elle se doit d'afficher ses objectifs d'amélioration de la santé, de la sécurité, de l'amélioration des conditions de travail, toujours bien sûr en s'appuyant sur le travail réel, ça c'est très important, ce qui est réellement fait sur les postes de travail. Et puis enfin le dialogue social, oui, on se doit aussi d'impliquer les instances représentatives du personnel. Alors, on en arrive maintenant aux différentes approches, amélioration des conditions de travail, bien-être au travail, qualité de vie au travail, prévention des risques psychosociaux, mais finalement, que recouvrent exactement ces notions? Donc moi, j'ai repris les définitions de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Alors, la QVT, elle est considérée comme un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe pas moins de
11 indicateurs. Je ne sais pas si je vais tous les passer en revue, mais bon, il y a l'ambiance de travail, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, etc., etc. Il y a le bien-être au travail qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail. Nous avons la notion de RPS qui désigne des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels. Et enfin, les conditions de travail. Ce sont les conditions dans lesquelles le travail peut être réalisé. Il s'agit de l'organisation, des moyens et du cadre de travail, les exigences des salariés, l'environnement du travail et les relations professionnelles. Donc, une fois qu'on a clarifié toutes ces notions, on peut dire qu'elles sont interdépendantes. Parce que dans la QVT, on va parler de BET, bien-être au travail. Dans le bien-être au travail, on va parler santé mentale. Dans la prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux, on va retrouver les relations professionnelles qui nous intéressent aussi dans l'amélioration des conditions de travail, etc., etc. Donc moi, j'ai envie de dire, ne peut-on pas parler d'une approche systémique, globalisante de la santé au travail, de la santé physique, mentale et sociale au travail, en mettant au centre de ces notions l'homme au travail, c'est-à-dire interconnecter toutes ces approches avec l'homme dans toutes ses dimensions. Deuxième question, ne faut-il pas créer des espaces de discussion pour interroger le contenu du travail et agir sur le travail, pour bien sûr co-construire des solutions adaptées? Il me semble que nous avons là une vraie piste d'amélioration de la santé au travail. Les problèmes, ils émergent dès lors que l'on ne peut pas parler des difficultés que l'on rencontre pour faire un bon travail. Donc il va falloir comprendre le travail pour le transformer, et en tout cas il va falloir passer par l'analyse du travail. Donc analyser le travail, ce n'est pas simple, ça s'apprend, et puis bien sûr il faut interroger l'humain dans toutes ses dimensions, à commencer par la dimension biologique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser bien sûr au développement, à l'adaptation des gestes professionnels. La dimension cognitive, puisque l'opérateur, quand il réalise son activité, il traite de l'information, il raisonne, il prend des décisions. La dimension psychique également, car il va engager sa personnalité dans le travail, personnalité qu'il s'est construite à partir de son histoire, alors personnelle et aussi professionnelle, pour le coup. Et la dimension sociale, car le salarié, bien sûr, il interagit avec d'autres opérateurs, il interagit avec d'autres collectifs de travail. Et puis, si j'en rajoute encore un petit peu, on peut dire aussi que l'homme au travail, il est variable au cours d'une même journée, au cours d'une semaine, au cours d'une année, au cours de quelques années, forcément, on vieillit tous. Hein. Donc, lorsqu'il va réaliser son travail, il ne va pas le réaliser de la même façon. S'il est en horaire posté du matin, de l'après-midi ou du soir, il ne va pas non plus le réaliser de la même façon s'il est en début, milieu ou fin de carrière. Il va mettre en place des stratégies pour faire face, des stratégies déjà pour s'économiser, ça c'est humain, et pour pallier bien sûr à ces variabilités intra-individuelles. J'ai pris l'exemple donc de la fatigue et du vieillissement. Et puis si je pousse encore le bouchon un peu plus loin, on va aussi s'intéresser aux variabilités inter-individuelles parce qu'aujourd'hui on a rarement un opérateur sur un poste de travail. Donc on va s'intéresser à l'ensemble des opérateurs qui tiennent le même poste de travail. Donc ça, c'est important. Alors, analyser le travail, c'est complexe. Ça prend plus de temps que de mettre en place des séances de kinésithérapie dans les entreprises ou bien encore des baby-foot dans les salles de pause. Même attention si ce sont de très bonnes mesures complémentaires à une action de fond, je le précise, mais à elles seules, elles ne suffiront pas. Ça, c'est mon ultime conviction. Elles ne suffiront pas à préserver la santé des salariés. Pour moi, c'est certain. Et puis je pense aussi que le retour sur investissement, dès lors que l'on analyse le travail, va être plus profitable quand on va s'intéresser au contenu du travail. Donc, ce qui va favoriser le bien-être au travail, c'est la mise en place de conditions de travail assurant des marges de manœuvre, un environnement capacitant qui va permettre des marges de manœuvre, des marges de liberté spatiale, temporelle et organisationnelle. Ça va permettre à l'opérateur de trouver un équilibre dans sa situation de travail, de réguler son activité pour faire face, pour réagir à un imprévu, à un dysfonctionnement, un aléa.
Donc pour que cela soit encore plus parlant pour vous, donc j'ai sélectionné une vidéo de témoignages d'employeurs et de salariés sur la QVT, le bien-être au travail. La qualité de vie au travail dans mon entreprise est une préoccupation de tous les instants parce que j'estime qu'on est quand même plus performant si on se sent bien dans son travail et dans son poste. Donc j'essaye au maximum de tenir compte en fait de ces préoccupations. Nous recevons des blés que nous achetons essentiellement dans la région pour en faire de la farine panifiable destinée à la boulangerie artisanale de la région. J'ai donc eu l'opportunité de reprendre cette entreprise en 2003, donc il y a maintenant 10 ans. C'était une entreprise à l'époque qui était dans une situation un petit peu compliquée. Et donc j'ai par conséquent établi un business plan, essayé de prévoir l'imprévisible, mais je me suis aperçu rapidement que j'avais sous-estimé le facteur humain. Alors il y a deux types d'évolutions, des évolutions au niveau du matériel, avoir un matériel plus performant répondant à des critères de qualité pour améliorer les conditions de travail au sein du process. Et les améliorations vis-à-vis des possibilités d'ensachage et d'expédition des farines. Je pense par exemple au poste d'ensachage qui non seulement il y avait comporté du port de charge et des dégagements de poussière, donc je l'ai remplacé par un outil moderne et performant qui non seulement évite de porter les sacs, mais en plus possède un système d'aspiration des poussières, donc qui permet à l'opérateur d'éviter de respirer ces poussières. Nous sommes dans un souci permanent d'amélioration de nos conditions de travail parce que nous avons des conditions de livraison qui ne sont pas toujours faciles. Donc il faut améliorer en amont tout ce que l'on peut pour faciliter le travail de nos chauffeurs pour les livraisons, de nos magasiniers pour le port de charge et l'ensachage des farines. On voit bien que de toute façon, la vie d'une entreprise fait qu'il faut que ce soit une préoccupation permanente parce que les mutations sont constantes et je crois que si on n'évolue pas, si on ne bouge pas, l'entreprise risque de mourir. L'entreprise a retrouvé une rentabilité, le chiffre d'affaires a fortement progressé et donc ça traduit concrètement tous ces efforts et la volonté au départ qui était de pérenniser l'activité de cette entreprise. C'est bon. Ok. Alors, jusqu'à présent, donc, j'ai parlé de profit, rentabilité, de performance sociale et économique, de pérennité des entreprises, mais finalement, ça coûte combien le mal-être au travail, les mauvaises conditions de travail. Donc, j'ai pris quelques chiffres que j'ai issus de différentes sources. On peut voir très vite qu'il y a un impact sur la santé, un impact sur la performance, que plus de 60 millions d'euros sont consacrés chaque année à la gestion de l'absentéisme, que l'absentéisme concerne un tiers des salariés français pour une durée moyenne d'arrêt maladie de 18 jours, que la taille d'entreprise n'a pas d'influence sur la fréquence des absences, donc toutes les entreprises sont touchées. Alors je sais aujourd'hui que les entreprises sont confrontées à une conjoncture économique difficile. Malheureusement, la prévention, elle est encore perçue, pas par tous, mais comme un coût net, d'autant plus difficile à supporter en temps de crise, mais ce que je dis à l'employeur, c'est de penser à ce que lui coûte un accident du travail, une maladie professionnelle ou bien encore une inaptitude au poste de travail. Donc je lui dis souvent qu'il vaut mieux investir dans la prévention plutôt que de subir les coûts de la non-prévention.
Donc s'occuper de la santé au travail, c'est rentable, ça peut l'être. Pour assurer la pérennité économique de son entreprise, l'employeur il a besoin de salariés en bonne santé, motivés et bien formés. Donc les entreprises qui investissent dans la prévention aujourd'hui, elles enregistrent des bénéfices. Tout d'abord le gain de temps, c'est pas négligeable pour l'entreprise, la qualité optimisée, un meilleur confort pour ses salariés et bien sûr un gain de productivité. Donc parlons simplement, un salarié qui se sent bien à son poste de travail, qui est dans un environnement capacitant, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il va produire mieux et certainement plus. La prévention, c'est bien un facteur positif de productivité. L'important, c'est de commencer. Il n'est pas nécessaire d'investir de grosses sommes d'argent dans la prévention pour qu'elle soit rentable. On a beaucoup d'exemples issus de l'OPP-BTP, qui est l'organisme du bâtiment, qui s'est largement intéressé sur la question de la rentabilité de la prévention et qui dit que pour 100 € investis dans la prévention, cela équivaut à un gain économique de 220 €, donc un excédent de 110 € pour les entreprises. Donc pour terminer, la preuve en image, on recommence. L'entreprise Moreau est spécialisée dans les travaux de peinture. Avant, pour préparer les murs sur les chantiers, nous utilisions des ponceuses électriques standards. Elles étaient bruyantes, lourdes. Cela exposait nos salariés à des risques de TMS et aux poussières. Dans une démarche de prévention, nous avons choisi de nous équiper de ponceuses électriques ergonomiques. Le moteur installé sur l'aspirateur rend la ponceuse plus légère et l'aspiration plus efficace. On peut les utiliser à une seule main. De plus, elles sont moins brillantes et les temps de nettoyage de fin de chantier sont réduits. Ça a été un vrai facteur d'amélioration pour la santé des ouvriers et l'activité de l'entreprise. Et si on regardait la prévention autrement? Ce nouvel outil a amélioré les conditions de travail et réduit de 25% le temps de ponçage et de nettoyage. Il a amélioré l'organisation des chantiers et du même coup la performance économique de l'entreprise. Et oui, parce que la prévention a un impact économique, l'analyse de cette action indique que l'entreprise a réalisé un investissement raisonnable. En revanche, le bilan de cette démarche a comptabilisé des gains d'un rapport bien supérieur. Et quand la prévention profite à l'entreprise, c'est qu'elle profite aux salariés. Je n'avais pas conscience que ces nouveaux outils auraient un impact si positif sur l'entreprise. Après avoir fait le bilan, on peut dire que la prévention, ça rapporte. Choisissez votre action de prévention pour plus de performance sur préventionvtp.fr. Je vous remercie pour votre attention. Je termine.